Bonjour à chacun, bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire de livres. Mon nom est Marie Brassard et j'ai un immense privilège d'accueillir dans mon salon chaque semaine des invités qui ont écrit, publié et qui sont maintenant en mesure de nous partager leurs livres. Je reçois aujourd'hui Lisanne Godin-Leclerc. Bonjour. Bonjour Lisanne. Lisanne vient de lancer un roman policier qui s'intitule « Scène de crime ». D'abord, peu de gens probablement ont eu l'occasion ou le privilège, comme je l'ai aujourd'hui, de vous rencontrer. J'aimerais que vous nous situiez un petit peu votre parcours comme personne, puis ensuite comme auteur. Moi, j'ai été beaucoup dans le domaine médical pendant 17 ans de temps à l'hôpital Sainte-Justine. Une expérience très agréable d'ailleurs. C'est d'ailleurs dans ce métier-là que j'ai pu écrire certaines scènes du livre et qui m'ont apporté certaines réponses que j'avais besoin. Donc, une carrière oui. dans le domaine hospitalier. Oui. OK. Et le passage à l'écriture se vit tranquillement ou c'est intégré, c'est imposé ou c'est suite à des événements particuliers? Je pense que c'est une suite d'événements particuliers qui se sont passés au cours de ma vie. J'ai eu, lorsque j'avais 13-14 ans, j'ai eu l'occasion d'écrire un petit livre que j'avais envoyé à la Maison d'édition Québécois, que malheureusement, ça a été refusé, bien entendu, mais c'est pas grave. C'était plutôt l'expérience d'avoir fait quelque chose et que je voulais savoir si ça valait la peine d'être publié. Donc, cette passion-là vous habitait depuis... depuis très longtemps. Depuis l'enfance. Oui. J'ai toujours adoré écrire, même dans des compositions à l'école. Okay. J'ai même monté des projets lorsque j'étais à Sainte-Justine pour desservir un peu le corps médical. Puis j'ai adoré l'expérience. Malheureusement, à la suite d'une blessure à une épaule, j'ai été obligée de mettre un terme et de me tourner vers quelque chose que je pense qui me représenterait bien. Okay. Puis je pense que j'ai bien réussi. Bien, il arrive souvent que les gens viennent à l'écriture suite à un changement de carrière ou à une nouvelle façon d'approcher la vie et dans laquelle ils se donnent un espace pour la créativité. C'est un peu votre cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais de là à quand même à écrire un roman policier de 373 pages, la marche est très haute. Pour les gens qui nous écoutent, combien de temps pour écrire ce projet? En tout et partout, je dirais quasi 18 mois. Okay. 3 mois pour penser. Parce que, tout d'abord, quand j'ai commencé à vouloir écrire, j'étais en train d'écouter une émission qui passait sur Space qui s'appelle Battlestar Galactica, une émission science-fiction. Et une scène à l'intérieur de la série m'a fait penser à quelque chose. Comment que dans la vie, un acteur ou une actrice qui joue une scène pour le grand écran, mais qui devient une réalité comme le livre le démontrait dans la première scène, j'ai dû mûrir ça beaucoup, puis de voir, OK, il faut que je pense à comment je pourrais amener ça et qu'est-ce que je pourrais faire avec. Donc, le déclencheur a été une émission de télé qui vous a permis de travailler sur une thématique que peu de gens avaient explorée, en fait, la personnification. Oui, tout à fait. Puis d'autant plus que pour une femme, écrire un roman policier, ça court pas tous les rues. Donc, non, c'est ça. Ça m'a pris 6 mois pour fomenter l'histoire puis de dire, OK, je sais qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça et je sais que ça va m'arriver. Puis un matin, je me suis dit, OK, ça y est, je l'ai. Et j'ai commencé à écrire et ça a pris 9 mois pour écrire 373 pages. Donc, Scène de crime nous amène dans un univers très particulier. Pouvez-vous nous décrire un peu l'ambiance que vous avez créée pour ce roman? En fait, c'est 2 actrices qui se rendent sur un plateau de tournage dans un studio de Vancouver et qui tournent une scène de meurtre qui était déjà prévue au scénario, selon l'histoire. Okay. Ce que les gens ne savent pas et ce que l'histoire, vous allez le découvrir à la suite, c'est que la scène qu'ils vont filmer devient une réalité. Okay. Donc, ce qui vient à dire, c'est comment qu'un acteur et une actrice peut composer avec une tentative de meurtre, même si c'était pas voulu. Okay. C'était simplement une histoire qui devait
être tourné comme n'importe quelle série télévisée, mais pour les circonstances, ça devient une tragédie. Donc, vos deux personnages féminins sont entraînés dans un univers qu'elles n'avaient pas prévu. Non, du tout. Du tout. Par contre, au fil de l'histoire, on va découvrir d'autres choses qui pourraient nous faire croire le contraire. OK. Mais c'est l'enquête qui nous permet de découvrir les ficelles qui se tramaient dans leur passé ou leur entourage. Exactement, oui. OK. Est-ce que ça a été très difficile pour vous de créer un fil conducteur où l'intrigue, où le secret, le silence nous garde en appétit jusqu'à la fin? Comment avez-vous travaillé pour nous garder en haleine jusqu'à la conclusion? Ça n'a pas été très difficile de faire ça. Non? Non, ce qui a été plus difficile, c'est de concevoir l'histoire du départ, de par comme j'ai dit tantôt, de par une scène et d'arriver à en faire une histoire. Mais qui est répartie sur 6 livres et non pas juste sur un livre comme Scène de crime. OK. Donc, celui-ci étant le premier d'une collection qui contiendra 6 titres. Oui. Est-ce que nous allons retrouver les personnages dans les autres histoires ou ce seront des histoires qui seront, en fait, complètes en elles-mêmes? On va retrouver les personnages, évidemment, dans chaque livre, peu importe qu'est-ce qui leur arrive au fil de l'histoire, mais que chaque livre comporte leur histoire en tant que telle. Donc, à la fin, on sait que, bon, il y a eu une histoire, qu'elle va se poursuivre, puisqu'il y en a 6, mais qu'on dit, OK, l'histoire, elle est terminée, le livre est fermé, et on peut passer à une suivante. OK, c'est bien. Donc, on les verra dans différents chapitres de leur vie. Oui. Vie passablement compliquée et pleine de rebondissements. Lisanne, dans tous les bons romans policiers, on a tendance à s'identifier beaucoup à l'enquêteur ou aux personnes clés qui vont nous permettre de révéler progressivement l'intrigue. Est-ce que dans votre cas, vous avez travaillé à personnaliser un type d'enquêteur pour nous permettre de développer ou de s'identifier même à la quête d'informations qui sous-tend tout roman policier? Je dirais que non, c'est pas autant les enquêteurs, c'est plus le personnage principal. Okay. Deanna Murphy en particulier, c'est un personnage que j'ai adoré écrire et que, malgré que j'en ai écrit quelques livres après, j'ai toujours la passion pour écrire sur ce personnage-là. Okay. Évidemment, j'ai été entourée aussi de policiers dans ma famille ou dans le milieu professionnel, avec des gens comme ça. C'est sûr que j'ai voulu leur donner chacun un caractère, certains traits, mais non, ça n'a pas été difficile de travailler les enquêteurs. D'ailleurs, vous avez une approche qui est très près du cinéma. On pourrait facilement lire le livre Scène de crime et on se l'imagine comme étant une réalisation très cinématographique. Votre style d'écriture est influencé par le cinéma, la télé? Beaucoup. Je suis une cinéphile. J'adore aller au cinéma, voir des films, peu importe, bien, pas peu importe, mais des types policiers, des types d'animation ou même d'action, comédie. Oui, depuis que je suis très jeune, j'ai toujours voulu aller dans des studios pour voir comment ça se passait, comment on filmait les choses. Mais oui, j'ai été très influencée par ça, puis je le suis encore d'ailleurs. Oui, bien, c'est bien. On pourrait vous souhaiter que Scène de crime soit progressivement tournée pour être accessible aussi en version cinématographique. Ça serait le fun. Okay. Cependant, si le parcours est aussi compliqué de trouver une maison de production qu'il l'a été pour trouver une maison d'édition, vous avez quand même encore quelques bonnes étapes à franchir. Parce que vous nous confiez déjà que le parcours vers l'idée même d'être publié a été long. En tant qu'auteure, porteuse d'un manuscrit sous le bras, quelle a été votre quête pour trouver une maison d'édition? La persévérance. Oh. Je pense qu'avec le type d'histoire que j'avais entre les mains, que j'ai fignolé, fomenté, mettez tous les qualificatifs que vous voulez, le temps que j'ai mis, 5 ans, je pense que ça a été déterminant pour moi de dire, OK, je veux le faire publier, j'ai des choses à dire, je veux que les gens se prennent du bon temps quand ils vont dire, OK, je prends un livre et je veux le lire. Et oui, ça a pris 5 ans, mais on est parvenu, puis c'est bien correct.
Donc, c'est le début d'une carrière d'auteur. Oui. Mais la maison d'édition qui vous a ouvert la porte est une maison d'édition située en France. Oui. Le livre est publié aux éditions Société des écrivains. Oui. C'est ça. Alors, quel a été votre parcours pour, je dirais, créer des liens avec cette maison d'édition-là? Bien, à la suite de 5 refus, évidemment, que ce soit ici au Québec ou ailleurs au Canada, parce qu'il y a des maisons d'édition françaises qui existent ailleurs au pays. À la suite des refus, je me suis dit, bon, ce qui me reste comme porte de sortie, c'est évidemment la France. Et j'avais déjà envoyé un manuscrit en France pour la maison Robert Laffont. Malheureusement, ça s'est soldé par un non. Mais la Société des écrivains, en revanche, ils ont très bien voulu accepter de publier le livre. Et je pense que la critique qu'ils en ont fait en dit beaucoup sur leur appréciation et évidemment mon appréciation aussi en tant que maison d'édition. Alors, la porte s'ouvre pour vous, évidemment, pour le marché européen. Oui. Et le marché québécois est aussi au rendez-vous. Oui. Comment se passe votre relation avec vos premiers lecteurs? Je suis curieuse de voir les réactions que vous avez eues ici, ou dans votre entourage, ou même en France, de la part de vos premiers lecteurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur Scène de crime? Que c'était un roman qui était très attachant, qu'évidemment, que les gens vivaient le suspense, parce qu'il y a un certain suspense du début à la fin, même si c'est romancé. Qu'une fois qu'on y entre, il est très difficile d'en sortir. Donc, la lecture, comme vous avez dit tantôt, une lecture très fluide qu'on n'a pas besoin de chercher midi 14 heures pour savoir où on est, où l'action se passe et dans quelle scène on se situe. Donc, c'est puis évidemment que les gens adorent parce que, bon, comme je l'ai dit, je les embarque depuis les débuts, depuis les premières lignes. Et évidemment, une fois que les dernières lignes ont été lues, ils font « ouf ». Enfin! Donc, il y a un plaisir à compléter sa lecture pour avoir finalement la clé de l'énigme. Oui. Alors, Scène de crime, un roman policier de Lisanne Godin-Leclerc, maintenant disponible dans toutes les librairies au Québec. Également disponible en France, évidemment, publié à la Société des écrivains. Lisanne, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Nous allons vous suivre avec grand plaisir, en espérant que les 5 autres tomes de cette collection seront progressivement accessibles à tous nos lecteurs et lectrices passionnés de romans policiers. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous laisser, bien sûr, avec une petite phrase clé qui correspond bien à la persévérance dont nous parlait Lisanne Godin-Leclerc. Une citation de Henri Monnier, qui était sûrement expérimenté comme vous. « Un auteur doit toujours avoir son manuscrit dans sa poche ou dans son sac. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » Merci. Bienvenue à cette émission Histoire de livres. Chaque semaine, je vous présente des auteurs, des personnalités qui m'ont particulièrement touchée. Et c'est le cas aujourd'hui avec mon invitée, Mme Ginette Bureau. Bonjour, Ginette. Bonjour, Marie. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui, puisque personnellement, vous êtes sûrement quelqu'un qui m'a inspirée dans ma vie passée et présente. Et je suis très heureuse de partager cela aujourd'hui avec nos téléspectateurs. Alors, Ginette Bureau nous présente cet automne 2 ouvrages marquants, À la recherche du soi, le rituel autobiographique, et ensuite nous allons parler du livre Réinventer les rituels, célébrer sa vie intérieure par l'écriture. Mais avant de parler de ces 2 ouvrages très intéressants, j'aimerais bien reprendre avec vous le fil de votre propre histoire. Est-ce que c'est possible de nous dire en quelques mots, parce que ça pourrait être très long, qui est Ginette Bureau aujourd'hui? Bien, c'est parce que c'est un long cheminement qui a été fait jusqu'au doctorat. J'ai commencé par écrire l'histoire de Mona
c'est l'histoire d'un miracle. J'ai essayé de traduire un moment particulier où j'ai cru à cette voix qui montait en moi. Et ça a changé complètement ma vie. Premièrement, parce qu'il y a eu un grand succès, puis je savais pas. Moi, j'avais fait ça pour ma fille. On était à quelle époque? On est en Mona? 1970 quand on m'annonce que ma petite, elle a juste quelques mois à vivre. Et moi, comme mère, je découvre une philosophie de vie pour bien profiter de chaque moment qui nous était donné. Je voulais que quand elle partira, qu'on n'ait rien à regretter. Donc, elle était malheureuse d'être traitée comme un enfant qui va mourir. J'ai appris à la traiter comme si elle allait grandir, en me bouchant les oreilles quand j'allais chez le médecin, puis il me disait « Madame, la rémission, c'est temporaire, oubliez pas ». Il voulait que je prépare ses funérailles et moi, je préparais sa vie. Et ça a fonctionné, puis à 12 ans, j'ai donné son cadeau. J'ai donné sa vie comme cadeau d'anniversaire. Et cette écriture-là a changé la mienne, ma vie. Ça m'a montré tout le pouvoir de revisiter des moments tragiques dans la vie, puis mettre des sentiments et des mots sur toutes les émotions qu'on a vécues puis qu'on n'a pas eu le temps de nommer. Donc, cet exercice-là avait été comme j'avais trouvé comme un chemin vers mon propre cœur et ça a changé ma façon de vivre. Écrire, c'est comme une leçon qu'on donne, qu'on enseigne. Donc, j'avais comme appris beaucoup de l'expérience. Et malheureusement, la maladie est revenue après la sortie du livre. Donc, le livre a comme payé toutes les dépenses pour une transplantation de la moelle osseuse. Et la petite me disait, « Maman, t'as pas besoin d'avoir peur, là. Hein? Quand j'étais petite, on te dit que j'avais aucune chance, puis moi, je suis guérie. Là, on me donne une chance sur 2. Check-moi bien la mère. » Puis elle s'en allait comme ça. Donc, je m'étais jurée, j'écrirais plus jamais, mais à un moment donné, j'ai vécu quelque chose avec une jeune fille que j'avais accueillie chez moi. Elle m'a fait des tentatives de suicide et j'entendais parler de suicide chez les jeunes et ça me dérangeait beaucoup. Donc, j'ai écrit « Je t'aime la vie ». Et « Je t'aime la vie », ça voulait dire aux jeunes, regarde, là, il y a quelqu'un qui s'est battu bien gros pour vivre. Et puis, j'ai mis tout l'amour de la vie que Mona elle avait dans un livre. Et ça a fait encore un succès qui a fait un film, Le Jardin d'Anna. Mais à chaque fois que j'écrivais, je me suis rendu compte que je perdais. Je perdais l'être. J'ai perdu mon art. Là, plus j'avais du succès, plus je chantais mon mari s'éloigner parce qu'il écrivait lui aussi. Donc, au 3e livre, il m'a quittée. C'est pour ça que ça m'a emmenée au doctorat. Tout ça pour dire, après 5 livres, j'ai dit, garde là, j'écris continuellement à la première personne et ça dérange beaucoup mon entourage. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui m'attire à ce genre d'écriture-là? Et j'ai fait une longue recherche sur l'écriture autobiographique. Et à chaque fois, dans l'histoire de l'humanité, que l'homme était déstabilisé puis il n'y avait plus de repères, et il allait à l'intérieur de lui pour avoir un contact plus direct avec son Dieu. Et c'est ça, là, j'ai étudié toutes les périodes où on a eu ce malaise-là dans l'univers. Puis je me rendais compte que, bien, finalement, Saint-Augustin avait écrit la première autobiographie spirituelle. Et finalement, pour plonger vite dans les années 70, tout éclatait. On n'avait plus de repères. Donc, l'effet de retourner à l'intérieur de moi, aller faire sens avec ce que je vivais, bien, ça l'a répondu à un besoin de l'heure. Et puis, ça l'a fait, parce que ça l'a attiré tout ce succès-là, qui était à la fois agréable et difficile à vivre. Bien, en fait, c'est souvent des moments les plus dramatiques de nos vies d'où vont émerger les éléments qui vont nous amener à changer ou à mieux se connaître. Et le geste de l'écriture transforme la personne qui écrit. Et on n'est plus jamais la personne d'avant le geste d'écriture. Donc, après le geste de l'écriture, cette transformation-là, les gens qui aimaient mieux vivre avec la personne que j'étais avant la prise de conscience, bien, ils nous quittent parce qu'ils n'ont plus besoin de cette nouvelle personne qui s'est transformée. Ça devient comme une transformation qui rend l'autre
pas nécessairement au même moment, à la même étape de sa vie. Ça dépend ce que tu as besoin. Le sauveur qui m'a accompagnée, bien, une fois qu'il a senti que j'avais plus besoin de lui, il est allé vers sauver quelqu'un d'autre. Peu importe le rôle que les individus jouent dans nos vies, la transformation, la prise de conscience transforme la personne et on est quitté pour un ailleurs. Ouais. Mais oui. Et dans le livre « À la recherche du soi », vous amenez beaucoup de lecteurs, lectrices à réfléchir effectivement sur cette quête qui peut se réaliser à l'intérieur d'une réflexion écrite. Est-ce que vous pourriez inciter tout le monde, en fait, moi, je pense à écrire? Je pense que c'est pas nécessairement écrire comme trouver le héros intérieur qu'on porte en soi. Dégager la personne qui est toute conditionnée par ce qu'on doit acheter, ce qu'on doit manger, ce qu'on doit porter, tout le conditionnement qui nous vient par l'extérieur. Si on est capable de se débarrasser de ces conditionnements comme on jette des vieux vêtements, on arrive au cœur de la personne et cette mission dont vous parliez tout à l'heure, je crois que quand on est vraiment, notre extérieur fait ce que notre intérieur a le goût de faire et puis qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on a d'unique en nous pour la communauté, bien, je pense que c'est ça le bonheur. Si on met au service des autres ce qu'on a d'unique en soi. Et peu importe quelle sphère de la société dans laquelle on évolue, si on va chercher ce qu'on a de spécial, cette mission en soi, et qu'on le vit, je pense que c'est ça, être heureux. Il n'y a pas de facilité, mais c'est d'être connecté intérieurement et extérieurement. Ce que le geste de l'écriture, finalement, nous permet. On écoute ce qui vient, on écoute cette voix, on y donne une forme. Ça peut être l'écriture, mais ça peut être autre chose. Bien, en fait, on détecte souvent dans notre entourage des gens, je dirais, qui sont bien incarnés, qui sont fidèles à eux-mêmes. Des gens qui restent allumés au fil du temps. Et ce sont souvent des gens qui ont en commun d'avoir fait le voyage à l'intérieur d'eux-mêmes pour mieux se connaître, pour être en mesure ensuite d'accomplir ce pourquoi ils sont nés. Votre livre « À la recherche du soi » nous amène à ce constat qu'il y a presque deux catégories de gens. Les gens qui restent allumés sont ceux qui acceptent d'être eux-mêmes, avec leurs forces et leurs faiblesses, mais d'autres personnes se laissent conditionner et vont s'éteindre progressivement. Je pense que la personne qui reste allumée, comme vous dites, c'est la personne qui s'accueille telle qu'elle. Puis plus tu t'accueilles, plus tu es en mesure d'accueillir l'autre. Et c'est ça la magie qui se passe, là. Tu peux pas, si tu ne t'aimes pas, si tu ne te connais pas, être en mesure d'être ouverte à l'autre. Alors, c'est cette circulation de moi à l'autre qui fait qu'on reste en vie aussi, là. Si on est replié, on est tout barricadé. On devient imperméable, en fait, aux autres. Et à l'amour, et à la vie, et à l'affection, et à la chaleur humaine. Dans l'accueil qu'a eu le livre « À la recherche du soi », est-ce que vous avez eu des commentaires particulièrement importants, touchants, que vous voudriez nous partager? Mon Dieu, à la recherche du soi, là, les gens me disent plus souvent qu'autrement, ça nous donne envie d'écrire, ça nous donne envie d'être à l'écoute de plonger en soi dans cette place où on devient très vulnérable. Et à ce moment-là, quand on écrit, c'est parce que on peut être très conscient qu'on veut écrire sur telle partie du livre. Et à un moment donné, l'inconscient prend le dessus et il tombe toutes sortes d'affaires sur le papier. Tu te dis, « je pensais comme ça à ce moment-là. » À un moment donné, le temps saute, on n'a plus connaissance de ce qui se passe autour de soi et on est complètement tourné vers l'intérieur. C'est un moment de grâce, où notre conscient et notre inconscient se connectent. Et si je réussis à avoir cette connexion-là, puis je la mets dans mon livre, c'est comme je traduis mon état de grâce. Et le lecteur a la chance d'avoir cette même connexion avec son intériorité. C'est ça qui rend les livres intéressants. Le prolongement de ce livre a été de publier ensuite
réinventer les rituels, célébrer sa vie intérieure par l'écriture. Quel est le lien entre les deux ouvrages? L'effet que j'avais une telle connexion avec mon intériorité dans un geste de l'écriture a fait en sorte que je me suis questionnée sur mais qu'est-ce qui arrive aux autres rituels? Comment ça se fait que j'ai pas cette connexion-là? Je me sens complètement divisée. Les rituels religieux, on les a abandonnés. C'est pas pour rien, c'est parce que ça nous unifiait plus. Le discours qu'on me donnait, c'était le corps était sur un côté, l'âme de l'autre. Je me sentais complètement divisée dans un rituel religieux, tandis que le rituel de l'écriture me permettait cette connexion avec mon intériorité. Puis plus j'étais unifiée, plus j'étais en mesure de m'unir aux autres. Donc, j'ai analysé les rituels. La perte du sens du sacré d'un rituel. Comment ça fait que ça ne répond plus à nos besoins? Et je me suis penchée surtout sur le rituel amoureux. Parce que je trouve que s'il y a un rituel qui a perdu du sacré, c'est le rituel amoureux. Alors, j'ai regardé du perron de l'Église à l'Internet, du mariage de mes parents au divorce, tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que je trouve un nouveau sens du sacré vers la fin. Donc, le livre, ce sont des rituels où je montre comment, finalement, on avait besoin de récupérer notre corps, les femmes, et puis Dieu sait qu'on l'a récupéré. Hein? On a fait du yoga, on a fait de la danse, on a fait du sport, on est allé chez l'esthéticienne, jusqu'aux exagérations les plus terribles. Notre corps a pris toute la place. Et les émotions ont été mises de côté, les sensations, c'était bien important. C'était de le faire qui comptait. Alors, donc, on s'est épanoui dans le sexe, mais on s'est perdu d'un côté. Par ailleurs. Oui, donc on s'est ramassé aussi divisé les uns qu'avant. C'est déjà, malheureusement, tout le temps qu'on a. Je voulais te parler de la réunification de la femme à la fin. Nous allons devoir te réinviter, Ginette, à notre antenne prochainement. Et j'invite les gens qui ont été touchés par tes propos à se procurer ces deux ouvrages disponibles aux éditions Cram et dans toutes les librairies. Nous te verrons évidemment dans les salons du livre prochainement. Je te laisse avec une petite pensée. L'épreuve ne tourne jamais vers nous le visage que nous attendions. Et c'est signé François Mauriac. Merci, Ginette. Merci. Au revoir.